Bonjour mes chers élèves. Voilà, aujourd'hui nous sommes avec le cours 2 et toujours dans le cadre de l'étude de la tragédie moderne, la célèbre pièce de Jean Anouilh, Antigone. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'étude des fonctions de la scène d'exposition. Et nous avons comme compétence visée, c'est présenter et informer. Bien, pourquoi présenter et pourquoi informer? Parce que une scène d'exposition, comme vous le savez, une scène située dans le début d'une pièce de théâtre, une scène qui vise généralement à informer et à présenter. Par exemple, le cas ici dans la pièce objet de notre étude, nous avons le prologue qui à la fois présente, qui à la fois informe. Donc, c'est là donc ce qu'on veut dire par les fonctions de la scène d'exposition. La scène d'exposition, donc, pour faire vite, vu l'étroitesse du temps, c'est une scène qui permet au public d'entrer d'emblée dans les aires de spectacle offerts. Elle permet également de mettre les spectateurs au niveau des personnages. C'est-à-dire, c'est la double communication. Le public est au courant comme les personnages qui sont en train de se parler sur scène. Les spectateurs entrent de manière fluide dans l'histoire, dans le spectacle. Retenons donc que une scène d'exposition sert à présenter, sert à informer. Maintenant, on va passer à l'analyse de textes de prologue. Et là, nous avons donc deux analyses de textes de prologue. D'abord, le prologue, c'est un personnage qui sert à présenter les autres personnages. Vous avez déjà, dans les didascalies, le prologue était avec les autres personnages, puis il se détache et il s'avance pour présenter donc les autres. Donc, c'est-à-dire, toujours on est dans les mêmes objectifs d'une scène d'exposition, à savoir présenter et à savoir informer. Très bien. Le prologue, donc, en présentant les personnages, bien sûr, il va commencer avec le personnage principal, autrement dit, le personnage le plus important dans la pièce, le personnage, si vous voulez, donc, autour duquel s'articule la pièce, à savoir Antigone. Mais avant le texte de prologue, nous avons les didascalies. Les didascalies, c'est-à-dire quoi? Ce sont les indications scéniques. Que veut-on dire par les indications scéniques? C'est-à-dire que ce sont des indications qui renvoient au décor, à la voix, le volume, le débit, l'agir, si vous voulez, des personnages. On en a besoin. Pourquoi? Parce que dans une pièce de théâtre, pour la lire, on a besoin des didascalies pour avoir une idée
une idée sur comment se déroule la pièce. Nous avons là, dans les didascalies, un décor neutre, 3 portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Déjà là, dans les didascalies, nous avons des informations. Ce que nous avons dit au départ, une scène d'exposition, sert à informer, sert à présenter. Mais quelle information nous avons dans ces didascalies? Nous avons des informations sur le décor, sur les personnages, mais aussi sur le début de la pièce. Nous avons le lever des rideaux. Pour les personnages, vous avez donc des personnages sont en scène, vous avez le verbe bavarder, vous avez le verbe tricoter et vous avez le verbe jouer aux cartes. Les 3 actions relèvent de la vie quotidienne. Cela montre quoi? Qu'on n'a pas coutume de voir ce genre d'action dans la tragédie classique. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a dit que c'est une tragédie moderne. Ce sont des expressions anachroniques que Jean Anouilh a introduites dans sa pièce pour la moderniser, pour l'adapter au contexte français du XXe siècle. Puis nous avons le prologue qui se détache et qui s'avance. Donc il va être comment? L'intermédiaire entre les personnages derrière et bien sûr les spectateurs. Et il commence. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas, qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dressait seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Déjà, dans ce début, vous avez donc l'emploi de voilà, qui est donc un présentatif. Et vous savez, il commence par le commencement. Antigone. Antigone, on apprend et nous donne des informations sur le personnage. Antigone, elle est comment? Il va jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, les traits physiques là, sur le plan, bien là, son aspect physique, vous avez, elle est petite, elle est maigre et elle est assise là-bas. Et qui ne dit rien. Donc, assise là-bas, là, c'est une indication spatiale. Assise là-bas. C'est-à-dire, il n'est pas avec les autres personnages. Cela veut dire quoi? Que Antigone, un personnage solitaire. Un personnage peut-être qui a un problème. Un personnage également qui est comment? Il est singulier. La preuve, s'il n'était pas un personnage singulier, elle allait être avec les autres personnages. Sa singularité montre elle préfère être loin des autres. Peut-être elle ne partage pas avec eux leur monde, leur banalité, leur médiocrité, leur quotidien. Ce que nous allons voir, bien sûr, après, dans la suite de cette pièce. Il regarde droit devant elle. Regardez droit devant elle. C'est-à-dire quoi il regarde? Là, c'est la détermination. Et vous avez le verbe penser, répéter, figure de style, c'est une répétition. Elle pense. Nous avons la répétition d'abord de la 3e personne du singulier, au féminin bien sûr. On peut considérer là, c'est un emploi anaphorique pour insister. Et nous avons même insisté sur l'action de verbe penser. En insistant, cette répétition pour insister sur l'action de verbe penser montre quoi? Montre que le personnage a un problème. Ce sont des hypothèses de lecture. Un problème sérieux. La preuve, elle est assise là-bas.
il regarde droit devant elle, et en même temps, nous avons la répétition de l'action pensée. Très bien. Vous avez donc, il pense qu'il va être Antigone tout à l'heure et qu'il va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude. La jeune fille noiraude, on apprend que Antigone là, ce sont des indications. Autrement dit, ce sont des informations. N'oublie pas les objectifs, présenter et informer. C'est la scène d'exposition. Nous avons donc, il nous donne des informations. Vous avez les jeunes. Elle est jeune, elle est maigre. Donc, elle est jeune, vous avez la jeunesse et vous avez la maigreur. Et aussi, elle est noiraude et elle est renfermée, que personne ne prenait au sérieux. Donc, c'est un personnage qui est renfermé. Et là, ça accentue et ça corrobore l'idée que nous avons dite tout à l'heure, que Antigone n'est pas un personnage comme les autres. Si l'expression le permet, Antigone, elle est un personnage singulier qui n'est pas conjugué au pluriel. La preuve, nous l'avons déjà dit, elle n'est pas avec les autres personnages. Très bien. Après, nous avons, il pense qu'il va surgir, donc il pense qu'il va mourir, qu'il est jeune et qu'il aussi, il aurait bien aimé vivre. Nous avons toujours la répétition de verbe penser, et qu'il va mourir, et qu'il est jeune, et qu'elle aussi, il aurait bien aimé vivre. Mais quelle information le prologue nous donne sur le personnage. Toujours, on a dit la répétition de verbe penser. Cela veut dire, comme hypothèse de lecture, un problème sérieux. Et qu'elle aussi, elle pense qu'elle va mourir la mort. Et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais quelle information là, pour parler que d'une caractéristique d'une tragédie, à savoir la fatalité. On sait donc dès le départ qu'Antigone, il va mourir. Et la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est l'emploi de mode verbal, le conditionnel. Elle aurait bien aimé vivre. Le temps verbal, vous avez le conditionnel passé. Aurait bien aimé vivre. Lorsqu'on emploie comme temps verbal le conditionnel passé, pour signifier quoi? C'est une action qui est irréalisable. C'est-à-dire, on apprend que Antigone, c'est comme une équation de mathématiques. Elle aurait bien aimé vivre égale Antigone va mourir. Très bien. Donc là, ça fait partie des formes, si vous voulez, linguistiques employées pour exprimer la notion de fatalité déjà dans le prologue. Bien sûr, il y en a d'autres expressions dans les différentes scènes de cette pièce. Mais il n'y a rien à dire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'il joue son rôle jusqu'au bout. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Mais là aussi, c'est une caractéristique pas uniquement de la tragédie, mais aussi une caractéristique de héros tragique. Elle n'a rien à faire. Cela veut dire quoi? Elle doit se soumettre. Se soumettre à quoi? À la fatalité. Et nous allons voir dans le dialogue entre les deux sœurs que Antigone accepte l'idée de fatalité. N'oublions pas dans le dialogue la réplique d'Antigone. À chacun son rôle. Lui, il est le roi. Il doit appliquer la loi. Nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme ça que cela a été distribué. Distribué par qui? Mais bien sûr par donc cette notion de fatalité, la providence en amour, donc par Dieu. Donc c'est-à-dire que le héros tragique, il peut tout faire. Sauf devant la fatalité, c'est la soumission et c'est la résignation. D'où l'expression employée dans le texte de prologue, mais il n'y a rien à faire, et s'appelle Antigone. Et il va falloir qu'il joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, et son quai s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur, Ismaël qui bavarde et rit avec un jeune homme
de nous tous qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. D'accord? C'est-à-dire déjà là une autre information sur le personnage, mais en comparaison avec sa sœur. On va apprendre après que dans le texte de prologue, le lecteur comme le spectateur vont très bien donc mettre l'accent sur cette distorsion, ce contraste flagrant entre les deux sœurs. L'une qui est maigre, qui est noiraude, l'autre qui est belle, qui est éblouissante. L'autre qui ne dit rien, l'autre qui bavarde. Donc tout un contraste qui donc saute aux yeux. Et vous avez après donc le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimant. Aimant, bien sûr, regardez bien. Donc, toujours dans cette présentation, je ne vais pas anticiper. À la fin, on va donc dégager la manière avec laquelle le prologue, comme stratège d'informer le public, comment donc il a présenté ses personnages. Donc on a commencé par Antigone et il a glissé des informations sur sa sœur pour mettre l'accent sur cette opposition entre les deux. Et maintenant, Aimant. Aimant, c'est qui? Aimant, c'est donc, hier on a déjà parlé de ça dans la présentation générale de la pièce, Aimant, c'est le fils de Créon et c'est le fiancé d'Antigone. Bien, c'est Aimant, le fils de Créon, et le fiancé d'Antigone. Tout leur portrait vers Ismène, son goût de la danse et des jeux, son goût de bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Donc, Antigone, on a déjà donc relevé donc les traits de caractère. Elle est maigre, elle est jeune, elle est noiraude, elle est discrète, elle est silencieuse, elle est déterminée, un personnage fataliste aussi. Alors que maintenant, Ismène, c'est tout à fait le contraire. C'est une fille qui bavarde, c'est une fille qui est belle, qui est blonde. Donc, d'où donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, donc cette répétition-là pour insister sur l'opposition des deux sœurs. Autrement dit, le prologue présente les deux personnages de manière opposés ou bien diamétralement, les deux personnages sont diamétralement opposés. Bien, vous avez donc Antigone a levé son étonnement, ses yeux graves sur lui et lui dit oui. C'est-à-dire qu'Aimant, il vient donc un soir. Un soir, là aussi, ça rappelle l'idée de fatalité dans le texte de prologue. Tout le temps, il était avec Ismène, mais un soir de bal, où il n'avait dansé qu'avec Ismène. Un soir, Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe. Elle a été trouvée Antigone qui rêvait dans un coin, quand en ce moment, ses bras entourant ses genoux et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Cela veut dire quoi? Qu'un soir, déjà donc vous avez l'indétermination avec un. Le déterminant là, il est important. Il n'a pas dit le soir. Le soir, comme vous le savez, c'est un article défini. Mais là, nous avons affaire à un article indéfini. Un soir. Là, c'est-à-dire, on joue sur la détermination. La détermination qui exprime d'une manière ou d'une autre l'idée de la fatalité. Très bien. Un soir, donc, il a demandé donc la main d'Antigone. Antigone, bien sûr, il a dit oui avec un petit sourire triste. Il a dit oui. Hein? C'est-à-dire là, donc, toujours la fatalité. Il n'a jamais pensé à Aimant, il n'a jamais pensé à se marier. Hein? Et voilà. Il vient tout le temps, lui, il était avec sa sœur. Un soir, il vient donc lui demander sa main et elle répond à l'affirmative. Hein, oui. Mais comment? Avec un sourire triste. Un sourire triste. Et là, c'est aussi, ça fait partie des caractéristiques d'un héros tragique. Un héros tragique, quelqu'un qui manque de sourire. Mais là, lorsqu'il a voulu faire ce sourire, il était comment? Il était triste.
Et là, nous avons comme figure de style l'oxymore. Et pourquoi l'usage de l'oxymore? Et d'abord, que veut-on dire par une figure oxymorique? Nous avons l'oxymore, c'est l'alliance, c'est la fusion de deux mots, l'un qui se trouve à côté de l'autre, mais dans le sens est le contraire. Un sourire, normalement, égale la joie, mais un sourire là égale la tristesse. Comment peut-on imaginer, comment peut-on concevoir à la fois un mélange de sourire et de tristesse? Là, pour donc faire allusion aux caractéristiques, si vous voulez, d'un héros tragique. Très bien. Bien, et vous avez toujours, il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donne seulement le droit de mourir. C'est-à-dire tout simplement que vous savez, Antigone, d'accord? Antigone, une fois demandé par Aimant, donc, comme fiancé, oui, mais comme un mari, ce titre-là va lui donner aussi, donc, la mort. Et là aussi, donc, on apprend la notion de fatalité dans le texte de prologue. Oui, pour faire vite, on passe, je saute, vous avez Créon. Vous avez cet homme robuste, aux cheveux blancs. N'oublie pas, toujours, et je répète, présenter et informer. À chaque fois, nous avons un personnage égale présentation égale information. Et là, nous avons Créon, c'est un homme qui est robuste, et il est aux cheveux blancs, qui médite là, près de son page, c'est Créon. Là, c'est Créon. Donc, c'est le roi de Thèbes. Bien sûr, hier, j'ai déjà parlé dans la présentation générale de la pièce que Créon, il n'a jamais pensé être un roi, mais il était obligé de remplir un devoir parce que, vu dans la guerre fratricide entre les deux frères. Bien sûr, toujours des informations sur les traits physiques, sur les traits moraux de personnages. Et là, je répète toujours, donc, vu les trois thèses du temps, je saute. Ce garçon, vous avez après Pâle là-bas, au fond, qui rêve, adossé au mur, sur les terres, c'est le messager. Mais avant, Eurydice, la vieille dame qui tricote, Eurydice, c'est la femme c'est l'épouse de Créon, tout le temps, et le passé au tricotage. Comme j'ai dit hier, on va apprendre à la fin de la pièce qu'il tricote pour les pauvres de Thèbes. Vous avez après donc le messager, j'ai déjà expliqué hier son rôle, et vous avez après donc les gardes. Après donc la présentation des personnages, on passe à un deuxième volet dans le texte de prologue, à savoir le prologue qui nous informe. Et toujours, je répète, n'oubliez pas les objectifs de la scène d'exposition. C'est toujours présenter, informer. Maintenant, il a fini par la présentation des personnages. Et comme j'ai dit hier, on peut dégager en tant que stratège. Le prologue est là présenter les personnages de manière prioritaire, selon la proximité d'Antigone, selon aussi l'importance de Rome. Maintenant, il va passer à un autre volet, à savoir informer sur le contenu de la pièce de manière plus précise sur le problème de la pièce. Qu'est-ce qu'il va nous dire rapidement? Vous savez, il commence au moment où les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur terre un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sur les murs de la ville. Donc les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice se sont entretués. Parce que nous avons déjà dit hier que Éthéocle n'a pas voulu céder le trône à son frère Polynice. Et donc, il y avait donc une guerre véhémente entre les deux, et les deux se sont entretués. Donc, il fallait que quelqu'un dans la famille remplisse le rôle de roi. Personne n'était là, c'était Créon. Quoique Créon n'ait jamais pensé à être un roi, mais que faire, c'est un devoir à remplir. Et on finit, bien sûr là je saute, et on finit par donc
comme on a commencé par les didascalies, le texte de prologue aussi finit par des didascalies. Vous avez, pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un, le prologue disparaît aussi, l'éclairage s'est modifié sur la scène, c'est maintenant une ombre grise et livide dans une maison qui dort. Donc là, c'est les didascalies. Donc, à retenir, pour finir donc, le texte de prologue, dans le cadre toujours de cette compétence visée que nous avons lancée dans le cours, présenter et informer, que le texte de prologue vise à présenter les personnages, on a dit de manière prioritaire, selon la proximité et selon l'importance, la proximité bien sûr d'Antigone et l'importance de rôle, et nous avons donc, il rappelle le nœud, mais tout en présentant, n'oubliez pas, il nous a informé sur les traits de caractère des personnages. On a dit à chaque fois qu'il présente un personnage, il est en train aussi de glisser des informations sur son portrait physique, sur son portrait moral. Et nous avons, après, il a glissé aussi des informations sur la notion de fatalité. On a vu avec Antigone, avec Aimant, et après, bien sûr, avec Eurydice, ces personnages sont prédestinés à la mort. Et là, pour parler donc de la fatalité. Antigone, pourquoi, nous allons voir pourquoi il va mourir. Aimant, pourquoi il